Bonjour, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je suis Sandy Becky. Je suis Laure Képès. Vous écoutez À la croisée des âmes, le podcast qui met les âmes en dialogue. Territoire vivant de nos aspirations et transformations, l'âme demeure une source inépuisable de questionnement. Chaque mois, nous recevons 2 invités issus d'univers différents. Artistes, entrepreneurs, dirigeants, philosophes, scientifiques, écrivains viendront nous rejoindre pour explorer l'âme en lien avec un sujet de société pour que chaque voix unique contribue à tisser une toile de savoir riche et complexe. C'est grâce à votre engagement et votre soutien que notre podcast, À la croisée des âmes, se fait connaître auprès d'un large public. Alors abonnez-vous, likez, partagez autour de vous et suivez-nous sur Instagram et LinkedIn. Alors aujourd'hui, nous allons parler de changement de vie et de transformation profonde. Pas de celles qui se contentent de petits ajustements. Non, je parle de transformation qui invite à un tournant existentiel. Un cri, un élan, une nécessité qui pousse à se réinventer. Mais d'où vient cette impulsion ? Est-ce que la réinvention de soi ne serait pas en réalité un appel de l'âme à nous mettre en mouvement pour revenir à notre essentiel ? Et répondre à cet appel se fait pas sans heurts, parce que se réinventer, ça implique souvent des renoncements, des deuils, des changements qui nous bousculent et bousculent notre entourage. Et pour y parvenir, il faut très souvent un déclencheur, parfois brutal, parfois plus doux. Pour en parler, nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui 2 invités dont les parcours se répondent. Nicolas Duep, tu es marié, tu es père de 4 enfants, engagé dans la société, ancien entrepreneur à succès dans la tech et les médias. Tu étais un homme de chiffres et de performance jusqu'au jour où ton cœur a cessé de battre pendant 53 minutes. Miraculé, tu as dû faire le deuil de la personne que tu étais. Tu vas nous raconter comment cette bascule t'a permis de laisser désormais ton âme guider ta route, un récit que tu partages dans un ouvrage paru en 2024 aux éditions Iseran et dont le titre est 53 minutes, survivre et renaître. Bonjour Nicolas et bienvenue. Bonjour. Et à tes côtés, nous accueillons Nathalie Oana. Nathalie, tu es coach, écrivain, conférencière. Et toi, pour te réinventer, tu as choisi le dépouillement volontaire, celui de l'Alia, c'est-à-dire le fait pour les Juifs de partir vivre en Israël. Et tu vas nous raconter comment ce changement n'a pas été qu'un déménagement géographique, mais aussi un voyage intérieur. Et tu es l'auteur également de Réveiller ma mère, paru en 2022 aux éditions Frison Roche. Bonjour Nathalie, et ravie de t'accueillir parmi nous. Bonjour. Alors, merci à tous les deux d'avoir accepté évidemment notre invitation. Avant de commencer, je rappelle que ce podcast est une conversation à 4 voix. Donc, n'hésitez pas à vous poser des questions mutuellement ou à rebondir sur vos réponses respectives. Et pour démarrer, comme à chaque épisode, on va commencer par le portrait chinois de l'âme. Donc, vous avez devant vous 6 cartes. Toutes cachent une question. Et on va commencer par toi, Nathalie. Je te propose de choisir une carte, de la retourner, lire la question et y répondre. Alors, j'ai pris la carte « Si l'âme était un lieu, ce serait ». Alors, je crois que ça serait un lieu avec de l'eau. J'imagine un lieu avec une cascade. Et pourquoi je mets ça en rapport avec l'âme ? Parce que, bon, d'abord, l'âme, c'est quelque chose pour moi d'extrêmement vivant. Il y a une fluidité, il y a du mouvement, comme dans l'eau. Mais j'imagine que quand on est connecté à son âme, c'est vraiment une cascade où il y a du bruit, où c'est très très abondant. Et j'imagine que quand on perd cette connexion avec son âme, le filet d'eau est beaucoup plus rare, beaucoup plus mince, et le travail à faire est de le désencombrer. Donc j'imagine une cascade avec plein de rochers qui entravent le flux de l'eau, quand on perd justement cette connexion, et évidemment un jaillissement du bruit, de l'abondance quand on revient dans ce territoire perdu. Oh, merci, c'est très beau. Nicolas, à ton tour. Si l'âme était un livre, ce serait. Je vais faire le lien avec Nathalie. Moi, je prendrais la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce qu'en fait, c'est d'abord plus qu'un livre, c'est une bibliothèque de livres. Mais qui a une profondeur d'âme, puisqu'en fait, à chaque fois qu'on lit, on lit des choses différentes en fonction du moment de la journée, en fonction du lieu dans lequel on est, si on est au bord d'une cascade ou pas, qui nous interroge. Et en fait, c'est un livre qui nous interroge sur notre propre parcours de vie
voir le parcours du Christ dans le Nouveau Testament. En fait, toutes ces questions, c'est pas juste un livre qui se lit au premier degré, c'est un livre qui se lit à différents degrés. Et moi, je pense que c'est un énorme travail d'éveil de sa propre âme. Qu'on peut lire et relire. Et qu'on peut relire et relire, bien évidemment. Et je crois qu'on a toute une vie pour le faire. Et pour faire écho à ce que tu disais, Nathalie, par rapport à l'eau, dans la psychologie jungienne, c'est le symbole de l'inconscient. Ah, ben voilà. Je pense qu'il y a évidemment un grand rapport entre l'âme, l'inconscient, le conscient. Mais ce qui est important pour moi, c'est l'idée de désencombrer. C'est un chemin qui est là, mais s'il est encombré, il n'y a pas de chemin. Donc, il faut le faire respirer. Alors, on va entrer dans le vif du sujet et on va commencer avec toi d'ailleurs, Nathalie. Donc, je vais faire un petit retour. Donc, en 2015, tu vis à Paris, tu as 35 ans, tu fais carrière dans l'industrie cosmétique, tu viens d'avoir un 3e enfant. En apparence, en tous les cas, on peut dire que ta vie, à ce moment-là, elle coche toutes les bonnes cases. Et pourtant, vous décidez avec ton mari de faire le grand saut pour partir vivre en Israël, faire ce qu'on appelle votre alia. Et dans la préparation de cet épisode, tu nous as dit que c'était comme si tu avais besoin d'ailleurs, besoin de la perte, du dépouillement pour répondre à cet appel. Est-ce que tu peux nous dire d'où venait ce besoin et ce qu'il signifiait pour toi ? J'avais l'impression que je m'étais couverte au fur et à mesure des années. Alors quand je dis couverte, c'est comme si j'avais mis des couches, ce que j'appellerais des couches sociales. Ce que je ne savais pas, c'est que ce concept de couche, il est très, très connu en Israël, dans les textes, notamment bibliques. On appelle ça la clipa. La clipa, c'est l'écorce. Ce que j'aimais beaucoup quand j'allais en Israël en tant que touriste, c'est que soudain, je n'avais plus besoin de cette écorce. Et que je me baladais dans la rue, je parlais avec les gens, et il y avait quelque chose de très simple, de très spontané, où j'étais profondément moi-même. Et donc, du coup, quand mon mari m'a proposé ce projet d'Alia, j'ai tout de suite pensé que j'allais pouvoir me dépouiller de ces fameuses couches sociales. Alors, évidemment, comme tu l'as dit en introduction, enlever toutes ces couches, c'est extrêmement douloureux, difficile, coûteux, parce que c'est tout ce que j'avais construit. Et alors, dans la question de Sandy, il y avait aussi cette histoire de partir. Est-ce que pour toi, pour aller vers soi, il fallait quitter quelque chose? Tu sais, dans la Torah, on parlait de la Bible, Dieu dit à Abraham, Lech Lecha, va vers toi, c'est ça. Va pour toi. Comme si, effectivement, pour se trouver, il fallait d'abord se déraciner. Est-ce que toi, c'était un petit peu ce mouvement-là que tu connaissais? Disons que je ne pense pas que ma transformation telle qu'elle est devenue aurait été possible si j'étais restée Paris, 17e arrondissement, avec les mêmes amis, avec presque la même vie. Évidemment, Israël a été un choc, a été un tremblement de terre. Et c'est dans ce tremblement de terre-là que j'ai été obligée, finalement, de me connecter à mon essence, puisqu'il n'y avait que là que je trouvais une force et une puissance suffisantes pour faire face à ce tremblement de terre. Donc la connexion à mon âme, elle n'a pas été le déclencheur, elle a été la conséquence. C'est parce que les couches sociales que j'avais accumulées en France ne me servaient à rien là-bas, parce qu'elles n'étaient ni lisibles, ni souhaitées, que j'ai compris qu'il fallait aller chercher autre part. Et cette autre part-là n'était pas dans ce que j'appelle mon ego social, puisque l'ego social ne marche que dans une société donnée, que dans un contexte culturel. Là-bas, il me servait plus à rien. En revanche, mon âme, c'est un langage parfaitement universel, qui marche partout. Et d'ailleurs, on va revenir sur cet ego social plus tard dans l'épisode. Oui, mais c'est vrai que c'est intéressant qu'il fallait donc partir, quitter cet environnement connu pour pouvoir, en tout cas, te reconnecter et te réinventer. Et toi, Nicolas, bon, le changement, il a été évidemment bien plus brutal et pas volontaire. Et je vais me permettre de raconter ton accident pour arriver à ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est cet appel de ton cœur, de ton âme, à se faire entendre pour s'exprimer enfin. Donc, nous sommes le 9 mai 2021. Nous sommes un dimanche. Tu t'entraînes à vélo dans la vallée de Chevreuse, quand soudain ton cœur s'arrête net.
par miracle, à proximité, il y a un médecin et 2 gendarmes qui vont pouvoir immédiatement pratiquer les premiers secours. Pour autant, ton cœur va s'arrêter, on l'a dit, donc 53 minutes avant que le SAMU ne parvienne à rétablir un rythme sinusal. Médicalement, normalement, un tel temps d'arrêt cardiaque provoque des séquelles irréversibles ou la mort. Toi, tu vas être sauvé par une série de miracles, même si aujourd'hui, tu as encore des séquelles et des handicaps invisibles. C'est sans aucune mesure avec ce que la médecine aurait pu prédire. Donc évidemment, à partir de là, tout va changer. En tout cas, tout va commencer à changer pour qu'au fur et à mesure, tu passes de cet homme de la performance du chiffre à l'homme de la performance du cœur. Mais avant d'en arriver là, est-ce qu'on pourrait dire que tu as fait une vraie sortie de route pour finalement comprendre que tu n'étais pas sur le bon chemin? Et est-ce qu'avec le recul, aujourd'hui, tu dirais qu'il fallait un tel choc, vraiment un signal extrêmement fort pour que tu commences à bouger? Sinon, il ne se serait rien passé. Alors j'aurais aimé faire une sortie de route, je pense que j'ai pris le mur surtout. En fait, la vie est ainsi faite que... Pour le dire vulgairement, on a quand même besoin de coups de pied au cul pour avancer. En tous les cas, moi, j'en ai besoin. Il fallait probablement que j'ai un accident pour pouvoir basculer dans quelque chose de nouveau. Maintenant, je précise, dans l'histoire que tu racontes, moi, la vie d'avant, je l'adore. Enfin, c'est la vie d'un entrepreneur, j'ai mes enfants, je suis engagé dans plein de choses. Je suis pas comme Nathalie dans le 17e, mais je suis dans le premier. Et j'ai une vie qui coche, comme tu disais tout à l'heure, toutes les cases du succès. Donc, en fait... Il n'y a pas de questionnement à avoir sur est-ce que je suis en train de vivre est juste ou pas juste. Au contraire, ça déroule, ça marche. Et c'est en prenant ce mur que tu vas démarrer un chemin qui devient inévitable. Mais en le réalisant d'ailleurs, c'est que le mur, quand je le prends, ma première réflexe, c'est de revenir dans la vie d'avant. Mon premier réflexe, c'est pas d'essayer d'imaginer une nouvelle vie, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi je suis appelé, etc. Donc, il va falloir que, je sais pas si t'as prévu de le dire, mais je cumule les accidents successifs ensuite, de me casser les poignets, la dépression, me casser l'épaule, casser la main, pour finir aux Invalides où ils vont me dire, mais monsieur, vous avez un pet dans le cerveau, donc il va falloir que vous réalisiez qu'il y a un avant et un après, et vous serez plus comme avant. Et donc ça va me prendre 14 mois pour ouvrir les yeux et pour basculer dans quelque chose de nouveau. Et est-ce que durant ces 14 mois, quand même, où comme tu disais, t'adorais ta vie d'avant, tu t'épanouissais finalement dans cette vie, est-ce que quand même tu ressentais un tiraillement intérieur entre ton mental qui te disait donc après cet accident, bon écoute, tu vas retourner dans ta vie d'avant, tu vas reprendre les choses là où tu les avais laissées. Bon, t'es quelqu'un de très volontaire, de déterminé, donc ça va le faire. Et donc est-ce que tu avais ce tiraillement entre cette injonction mentale et peut-être ton cœur et ton âme qui savait peut-être déjà que ta vie devait changer? Qui tapait un peu à la porte? Oui, mais tu veux pas l'entendre parce qu'en fait, c'est extrêmement rassurant de revenir dans quelque chose que tu connais et dans lequel tu te plais. Et donc, quand tu es volontaire, avec ces mantras du management, si tu veux, tu peux. Donc, on y va. Et puis, en fait, plus les chocs se succédaient, plus ils étaient violents. Plus le retour à la vie d'avant était douloureux, difficile physiquement, psychologiquement. Et au bout d'un moment, j'aime prendre un peu cette image, je sais pas si vous avez déjà fait du ski nautique, mais quand vous faites du ski nautique, vous tombez, puis à un moment donné, vous commencez à prendre de l'eau dans la figure, et puis vous lâchez pas. Mais en fait, la probabilité de se remettre debout, elle est juste de 0. Et donc, à force de boire de l'eau et de réaliser que devant moi, maintenant, j'avais juste un Everest, c'est ce qui fait que j'ai craqué, j'ai psychologiquement craqué. Et pour la première fois de ma vie... dans ma tête, à ce moment-là, j'abandonne, je craque, je lâche. Et c'est parce que je peux plus, j'y arrive plus. En fait, c'est quelque part, si on voulait faire une analogie, c'est la première fois que je vis un échec. Et qu'en fait, toute ma vie avait été faite de succès, j'ai un échec. Et puis derrière, on va m'expliquer cet échec parce que, avec une blouse blanche, avec des chiffres, avec des tests, on va me montrer que j'ai des séquelles et que c'est fini. On va y revenir, mais je voudrais aussi te poser la même question, Nathalie. Est-ce que toi, à un moment, tu as eu des doutes, un tiraillement entre ton mental et ton âme avant d'entreprendre cet alia? C'est tous les jours. Les doutes, c'est tous les jours. En fait, j'aime beaucoup l'idée du lâcher-prise dont tu parles, Nicolas. Je vis tous les jours ce tiraillement
entre mon ego qui aimerait me voir quelque part et mon âme qui me rappelle qui je suis. Et il y a des jours, j'ai besoin de nourrir mon ego, mais je le fais en conscience parce que tout simplement, j'en ai besoin. Et quand je suis très en forme et que je n'ai pas de doute et que je suis très apaisée et sereine, j'ai une distance avec mon ego qui fait que je le regarde, je lui dis « je sais ce que tu veux, je sais ce que tu aimerais que je fasse », mais je vais pas le faire. Je vais aller de l'autre côté, du côté de l'âme où c'est beaucoup plus calme, où il y a moins de paillettes, mais où c'est plus lumineux. Donc ce tiraillement, je ne pense pas qu'on puisse se transformer comme on l'a fait sans être en proie à ce tiraillement-là. Je crois que la transformation, c'est vraiment comme l'idée de la chenille qui doit briser comme ça sa chrysalide pour qu'il y ait une mue. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une mue, une véritable transformation, s'il n'y a pas à un moment donné quelque chose à fendre. Et d'ailleurs, je rebondis parce que Nicolas, dans ton livre, toi, tu parles du cœur aujourd'hui. Oui, tu parles vraiment du triomphe de l'amour et du cœur. Pour autant, ton ego n'a pas disparu. Et d'ailleurs, dans ton livre, tu dis, mais justement, le curseur, c'est faut pas que l'ego prenne le dessus sur le cœur. Est-ce que toi, tu es encore un peu dans ce, comme le dit Nathalie, dans ce basculement, dans ce va-et-vient Bien sûr, c'est une tension permanente. Quand je fais des conférences, quand on parle des bouquins, j'ai tous ces témoignages qui reviennent. J'essaye de me rappeler en permanence que les gens sont pas là pour moi. Ils sont là pour les messages que je porte et donc je suis assez vigilant avec ça. Mais effectivement, on est dans une société, moi je reste parisien, on est dans une société qui renvoie une image et très vite on retombe, on est appelé par le système et voilà. Donc moi ça a été pendant 2 ans, j'étais hors système parce que j'étais tellement détruit physiquement que je ne participais à aucune soirée d'entrepreneur, de rien du tout. Puis là maintenant, je vois bien, tu fais quoi et ainsi de suite et on a remis une pièce dans la machine. Alors moi j'ai le gros avantage, c'est que maintenant physiquement j'ai des ruptures, donc ça me casse et je me retrouve des après-midi entières dans mon lit pour me rappeler que je ne suis qu'un mortel. Donc je fais très attention. Oui, c'est une tension qui est inévitable, mais je pense qu'elle est saine aussi. Donc c'est une ligne de crête. Le chemin dont tu parlais, Nathalie, il n'y a pas de petit manuel où en exécutant les 10 questions, ça se passe sans problème et que tu sois à Tel Aviv ou à Paris, tu te poses les mêmes questions avec ces mêmes parcours de vie. Et faut accepter. Et alors, en préparant cette émission, Nathalie, je rebondis parce que pour faire cette métaphore entre l'ego et l'âme, t'expliques quand même à un moment donné, tu sais, cette histoire de monsieur qui est dans le salon avec ton âme qui est dans le placard. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je trouve que ça illustre bien alors, ça. J'ai plein de métaphores. D'ailleurs, quand tu parlais, Nicolas, j'avais une autre métaphore qui venait. Mais oui, alors, en fait, moi, j'ai découvert toute cette histoire d'ego et d'âme dans ce chemin de vie en Israël. Puisque jusqu'à maintenant, je pensais que j'étais mon ego. Je pensais que j'étais ce que je produisais. Alors, en fait, c'est comme si vous avez un appartement avec un très grand salon, avec beaucoup de lumière, avec des meubles très beaux, très confortables. Et puis, il y a une personne dans cet appartement-là qu'on voit, qui est visible et qui vit une vie reluisante. Et puis, à côté, il y a un petit placard à balai qui fait même pas 1 mètre carré, qui est sombre et dans lequel on va jamais. Et la personne qui est dedans, en fait, elle ne peut pas se développer puisqu'elle n'a pas de lumière, elle n'a pas de contact humain, elle n'est pas vue, elle n'est pas entendue. Donc, en fait, même d'un point de vue physique, on sait très bien que on peut pas se déployer s'il n'y a pas de public. Mon travail, il n'a pas été d'opposer cet homme dans ce salon très confortable avec le petit être rabougri qui est dans le placard à balai. Mais il a été question de mettre l'un au service de l'autre. C'est pour ça que je viendrai à une deuxième métaphore que tu m'as inspirée, Nicolas, entre l'ego et l'âme. Vous imaginez un cavalier sur un cheval qui guide qui. Et jusqu'à présent, j'avais l'impression que mon âme, elle était la dernière roue du carrosse, c'est-à-dire qu'en fait, elle était au service de mon ego. Et tout mon travail, et également ce qui est au cœur de mon activité de coaching, c'est vraiment de mettre l'ego au service de l'âme. C'est-à-dire que l'ego, c'est quoi ?
c'est la volonté. C'est le fait d'aller en avant, le fait d'oser, le fait de bien s'exprimer, le fait d'y aller. Et quand on a quelque chose à vendre, mais qui est au service de son âme, alors ça marche bien, c'est chouette et il n'y a plus d'opposition. Nicolas, tu as envie d'intervenir. Ouais, j'ai envie de rebondir. Je vois que tu trépignes. Non, mais en fait, derrière cette notion-là, il y a une autre notion que je voudrais aborder, c'est la notion d'identité. Parce qu'en fait, quand tu évoquais ton parcours, quand tu arrives en Israël, peut-être que d'autres l'ont vécu, mais quand on est étudiant et qu'on se retrouve dans les cadres d'Erasmus, moi je me retrouve aux États-Unis et je me retrouve dans des communautés, il y avait des Mexicains, des Sud-Africains, etc. Personne n'est capable de savoir que Nicolas, il arrive du centre de Paris, il balance telle valeur, il aime telle chose. En fait, tu es là parce que tu es nu et on va découvrir une personne parce que tu es comme ça et parce que tu es sympa, parce que tu prends des initiatives. Et toi, réciproquement, moi je me souviens de Francisco qui était colombien. Je sais pas dire si c'est un Colombien et de la haute société ou de tel milieu, j'ai aucun code. Et donc tu apprends à découvrir quelle est ta véritable identité. Et cette notion d'identité, mais en fait, je pense que c'est peut-être ce que t'es arrivé quand tu arrives là-bas, il faut reconstruire une identité, débarrasser de toute ta carapace. Mais quand tu vis un accident, en fait, la plus grande souffrance qui soit, c'est celle de la destruction de l'identité. Je sais plus qui je suis. Et la plus grande question qui était terrible, c'était mais qu'est-ce que tu fais? Mais je fais rien. Et je n'ai plus de vie sociale. Et puis je n'ai plus de boulot. Je ne peux plus me définir. Et découvrir que dans l'identité, il y a deux dimensions. Il y a la dimension des choses importantes, ton environnement, ton job, ta mission, tout ce qui nous occupe. En général, quand tu fais quoi dans la vie, Nathalie? Et puis on parle de ce genre de choses. Il y a des choses essentielles. Et on parle assez peu de sa vie privée, de sa psychologie, de son existentialité, le temps qui nous sépare de la mort, de sa spiritualité, de sa confessionnalité. Et découvrir qu'en fait, toutes ces notions-là qui étaient en moi, où j'avais la chance d'être une femme présente et qui m'a aidé, qu'en fait, l'identité essentielle restait accrochée, il fallait la redéfinir, elle était abîmée psychologiquement, mais petit à petit redescendre sur les choses importantes. Et en fait, derrière tous ces traumas et toutes ces ruptures que vous évoquez, il y a systématiquement une question d'identité. Et prendre conscience que c'est l'identité qui est touchée, c'est un véritable travail personnel, et de comprendre qu'en plus c'est pas un travail, puisque il y a à peu près 9 niveaux dans la définition de l'identité, et donc c'est un concept justement de coaching de Vincent Lénart sur ces 9 étapes. Et ces 9 travaux différents qui se travaillent avec des thérapeutes différents, qui se travaillent avec des interactions, des lectures, pas tous à la même vitesse, mais au fond, qui es-tu ? Et d'ailleurs, il y a quand même chez toi, Nicolas, dans ton parcours, là, dans les 14 mois, un moment qui a été très fort, un moment déclencheur. Bon, tu as évoqué tout à l'heure les tests neurologiques que tu es allé passer. Juste pour les auditeurs, je vais donner quelques petites précisions. Tu vas faire ces tests neurologiques donc pour évaluer les éventuelles séquelles de ton arrêt cardiaque sur tes fonctions cognitives. Et tu l'as dit, tu as 26 sur 30. Et ça, en fait, ça indique qu'il y a des fonctions exécutives de ton système cognitif qui sont touchées. Et il y a un moment assez fort dans le livre parce que tu racontes que tu vas te balader au jardin des Tuileries, tu rentres dans ce musée du jeu de paume pour voir une expo qui ne t'intéresse mais absolument pas, et qu'à la fin il y a cette petite pancarte avec cette phrase qui va quand même jouer un rôle important entre le Nicolas d'avant et le Nicolas de maintenant. Je vais lire cette phrase. Nous, les artistes, nous ne voyons pas les choses différemment, nous voyons d'autres choses. Et je trouve que ça résonne beaucoup avec ce que tu viens de dire. Et qu'est-ce que cette phrase, elle a déclenché en toi, mais surtout au niveau émotionnel, sensationnel? En fait, merci d'avoir donné cette citation, parce que effectivement, j'étais appelé à aller voir cette expo et je trouvais ça nul, mais je sais pas, il fallait que j'y aille. Et en fait, de réaliser que faire les choses différemment, c'est faire quand même les mêmes choses, mais avec une petite approche, avec des moyens, avec des relations qui sont différentes, mais au fond, tu fais continuer à faire tourner la machine. Et dans cette phrase, voir les choses, faire des choses différentes, c'est le moment où je me suis autorisé, où ça m'a apaisé aussi, de me dire, chef d'entreprise, je vais plus faire. Mais je vais être appelé à faire d'autres choses. Alors à ce moment-là, quand j'écris, je savais pas que j'allais devenir un auteur, conférencier, justement coach dans le Cœur 53, etc. J'avais aucune idée de tout ça. Mais en fait, ça te met en paix avec toi-même, te dire,
je dois être appelé à quelque chose. Et donc, on va chercher des choses différentes et non pas dans le même registre d'essayer de faire à peu près la même chose avec la plus grande image. C'est que d'ailleurs, quand je suis retourné dans ma boîte après ma rééducation, j'avais aménagé l'agenda, j'avais aménagé l'organigramme. En fait, je faisais la même chose, mais différemment. Mais ça, c'est ce qui m'a fait complètement d'ailleurs craquer parce que physiquement et psychologiquement, j'étais plus capable. Et donc, accueillir et se mettre en posture basse, humble, de pouvoir voir les choses différentes. Nathalie a envie de réagir à ce que tu viens de dire. Ça fait écho à un concept du judaïsme autour de la réparation. On appelle ça le tikkun. Tikkun olam, c'est réparer le monde, mais en fait, on ne peut pas réparer le monde si on n'a pas d'abord réparé quelque chose en soi. Quand je parlais de cette fameuse cascade tout à l'heure, avec cette eau abondante, je pense que quand on est dans notre endroit proche de cette réparation, mais qui vient vraiment de notre histoire personnelle, c'est là où en fait on déclenche ses super pouvoirs. C'est là où on est très très puissant. Et en fait, ce qui est très beau dans ton parcours, Nicolas, c'est que il fallait d'abord que tu te répares pour pouvoir après accompagner les autres à ouvrir les yeux, pour les aider eux-mêmes à voir des choses différentes. Mais tu ne pouvais pas le faire en faisant l'économie de ta propre réparation. Et ça, c'est vraiment un concept extrêmement juif où, voilà, notre passage sur Terre doit être dédié à rendre le monde un peu meilleur, mais chacun à l'aune de sa propre histoire et de sa propre réparation. Non, je voulais juste savoir si ça fait écho en toi le fait que cet accident t'a réparé quelque part. Est-ce que ça résonne ou pour toi c'est... Parce que c'est ce qu'on se demande. Tu dis c'est une chance finalement cet accident. Tu pensais que tu avais une vie parfaite, tu t'aperçois qu'elle était finalement partielle. Tu reviens à l'essentiel, le cœur, tu découvres les émotions, le monde du sensible. Donc est-ce que pour toi c'est complètement nouveau ou finalement c'est une réparation, un retour? Tu vois ce que je veux dire? Alors je choisirais pas le mot réparation, je choisirais le mot révélation. D'accord. Je pense que c'était endormi. Mais moi j'aime bien expliquer maintenant à tous ces entrepreneurs qu'en fait dans la vie... il y a deux moteurs, tu as moteur 1 et moteur 2. Ton moteur 1, c'est celui qui va aller puiser son énergie dans toutes ses blessures d'enfance, dans le besoin d'attirer le regard d'un père, de prouver d'exister. Et ça te fait faire des choses incroyables et des choses assez extraordinaires. Et moi, j'avais mes propres blessures. Sauf que il est pas durable, ce moteur. À un moment donné, il va résonner très très fort. Alors après, ça tombe sur toutes ces phases de rupture. Moi, c'est un accident. Certains appellent ça la crise de la quarantaine. Enfin, tu appelles ça le divorce et ainsi de suite. Il y a ça brise. Et la question à ce moment-là, c'est quoi moteur 2 ? Et moteur 2, il est en toi, il faut aller le révéler pour que derrière on reprend les concepts d'alignement, de justesse. Mais en tous les cas, quand tu es sur moteur 2, tu as une performance durable. Alors, il n'est pas nécessaire d'aller prendre un accident et de faire un divorce pour passer à moteur 2, on est tous d'accord. Il y en a qui y arrivent sagement plutôt que moi. Moi, ça a été, moi, je suis un peu radical et un peu à chaque fois extrémiste dans tout ce que je fais. Donc, il a fallu que... Mais à la fin, le concept est le même. Et j'aime bien prendre cette image, par exemple, d'un champion qu'on connaît tous, qui est Léon Marchand. À 19 ans, il est en burn-out, il est plus capable de nager, il veut raccrocher la natation. C'est parce que on va lui faire découvrir le moteur 2, qui est basé dans l'alignement, qui est dans le plaisir, avec une préparation mentale et ainsi de suite, qui va retourner dans cette épreuve stakhanoviste de nager 8 km par jour dans une piscine. Mais en revanche, quand il y vient pas pour prouver pas pour la peur de perdre, enfin chacun ses blessures, là il y va pour le plaisir et il nous ramène des médailles d'or. Et je pense qu'on a tous ce ressort. On a tous mais en revanche, c'est un travail et c'est un travail de révélation. Donc moi, il s'est fait un peu violemment, mais on peut le faire plus calmement. Non, mais parce que la révélation, ça a été celle de ton cœur et des émotions. Et t'expliques bien que au début, t'es quand même submergé par ces émotions, que c'est un nouveau monde, c'est comme si tu avais des nouvelles lunettes et que toi-même tu te découvrais. Mais comment ton âme s'est ajustée vraiment à ces bouleversements? Ça a été un chamboulement pas que physique. La révélation, moi je comprends qu'en fait ces émotions, par mon propre parcours, elles étaient sous une plaque de béton et il était urgent qu'elles ne sortent pas pour pas venir me brouiller. Pas venir brouiller ma prise de décision, brouiller mon ambition, brouiller ma capacité à être perçu comme un chef d'entreprise très aligné, capitaine au milieu de la tempête. Il fallait pas que ces émotions soient des perturbateurs. Donc j'avais été très bon. J'ai construit avec plein de mécanismes psychologiques une plaque de béton. L'accident a fait voler en éclats cette plaque de béton en milliers de petits morceaux. Et donc en fait à ce moment-là, les émotions sortent en permanence. Il m'arrive encore, même au quotidien, d'avoir un peu les yeux rouges.
Et en fait, de découvrir que, notamment quand tu as le cerveau abîmé comme le mien, tu vis avec ton cœur parce que en fait, tu réalises que le cerveau, ça bouffe une énergie colossale, mais j'ai plus cette énergie, et donc tu vis avec ton cœur, et tu t'aperçois qu'il dit pas que de bêtises, que c'est plutôt assez intéressant, qu'il t'envoie des émotions, et que ces émotions, elles te guident quand tu rencontres quelqu'un, elles te disent oui ou non, et puis en fait, c'est assez juste. Et finalement, c'est une boussole. Oui, d'ailleurs, tu dis que tu réapprends ton intuition. Et que je définis, l'intuition, c'est un des langages du cœur. Et que c'est une langue étrangère. Mais moi, l'intuition, j'ai appris à l'école que c'est nul. Enfin, moi, j'étais très très bon pour mettre le résultat, mais quand tu es en mathématiques, tu mets le résultat intuitivement, ça vaut 0/20. Hein. Alors, je me permets juste de te couper parce que dans ton livre, tu expliques, et j'ai trouvé ça très intéressant, que toi, tu as grandi dans une famille catholique, pratiquante, mais il n'y avait pas forcément cette foi très forte, et que tu as fait ta communion, enfin, tu as été baptisé, tu as fait ta communion, mais ta confirmation, c'est un choix que tu as fait quand tu étais lycéen, un petit peu à rebours de tes camarades, et que là, tu as suivi une intuition et un ressenti très fort. Donc, il y avait quand même cette petite graine. Exactement. Enfin, moi, j'ai reçu une éducation catholique, mais ma famille n'était pas très pratiquante. Et justement, quand tu étais au collège, tu fais ta première communion. Après, on arrête parce que les fêtes de famille, c'est terminé. Et moi, j'ai progressé. J'ai fini tout seul et je progressais tout seul. J'étais quasiment juste. Enfin, il a fallu que je trouve un parrain pour ma confirmation. Mais en fait, tu ne comprends pas à ce moment-là que tu conscientises pas cette intuition. Et donc, tu suis un peu le chemin parce que tu sens que c'est juste. Tu vas faire ça parce que c'est juste. Et maintenant, je réalise, en réalité, c'est que même sur tout mon parcours, tu m'aurais demandé de faire un entretien d'embauche juste avant l'accident, je t'aurais dit j'ai décidé que, j'ai voulu que, j'ai été là parce que j'ai pris la décision que, et là j'ai vu l'opportunité que. La réalité, c'est que toutes ces décisions très importantes, elles ont été prises par une intuition, donc elles ont été éclairées par quelque chose qui ne nous appartient pas, qui est plus grand que moi et qui a fait que ça m'a emmené sur les justes chemins. Mais la conscientiser aujourd'hui et faire puisque c'est une langue étrangère, apprendre à parler cette langue, qui c'est la langue de l'intuition, de décoder les mots, de décoder ce qu'elle veut dire, et d'être capable de qualifier de ses émotions. Et maintenant, je commence. Alors bon, je sais pas, j'ai peut-être encore un petit niveau, mais je progresse bien, et c'est absolument redoutable, quoi. Et c'est là où je me dis que le cœur est encore un levier de performance stratégique pour les entreprises qui est totalement sous-exploité, quoi. Alors moi, ça me fait penser à souvent les gens que je coach, ils me demandent mais comment on sait si on est sur le bon chemin ? Parce que là, c'est encore le mental qui drive. Et en fait, la réponse pour moi, elle est toute simple, c'est la joie. C'est la joie, donc c'est pour ça que ça me fait penser à ce que tu dis sur les émotions. Quand on est en joie, on est connecté à soi et on est sur le bon chemin. Et il y a évidemment plein de chemins possibles. C'est pour ça que j'ai appelé mon programme « Avoir plusieurs vies », parce que je pense qu'on a plusieurs vies à vivre dans cette vie. Mais la joie, c'est un indicateur qui est imparable, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on trafique, c'est pas quelque chose qu'on peut inventer, qu'on peut stimuler. On est en joie ou on l'est pas. Et quand tu parles de cette joie, Nathalie, bon, c'est quand même ça dans le processus de réinvention de soi, ça fait partie de la destination quelque part, de pouvoir se reconnecter à cette joie. Bon, même si c'est un chemin, hein, on le dit, mais il y a quand même plein de personnes autour de soi quand on est dans ce processus qui sont impactées. Donc, ce qui nous intéresse aussi de savoir, c'est les personnes autour de vous. Donc, toi, par exemple, Nicolas, tu parles beaucoup de ta femme que tu nommes comme ton héroïne, hein, dans ton livre. Toi, tu as aussi toute ta famille qui a déménagé en Israël. L'un l'autre, comment les âmes de vos conjoints, finalement, se sont ajustées à ces changements, à ces bouleversements. Est-ce que tu veux commencer, Nicolas ? Moi, je peux témoigner en même temps en ayant plein de questions, parce que c'est vrai que qu'est-ce qui fait que dans la mort clinique de 53 minutes, je revienne à la vie ? Qu'est-ce qui fait que du coma, je vais sortir tout seul ? Qu'est-ce qui fait que cette rééducation, je vais pouvoir la faire et puis revenir et être capable de vous parler et d'être devant vous aujourd'hui ? J'en sais rien. Et je suis assez humble. Mais je me dis qu'au fond, il y a quelque chose on appelle l'élan vital, qui est placé en nous, que moi j'ose appeler l'amour. Et en fait, je pense que cette responsabilité, elle vient me chercher, mais dans des dimensions qui sont pas du tout celles du cerveau, mais qui sont celles la profondeur et de la pureté du cœur.
on s'accroche à ça, quoi. Et c'est vrai que moi, sur le lit de mort, la première chose auquel j'ai pensé, c'est ma femme. Ensuite, c'est mes enfants. Ensuite, des gens de ma famille que j'aime et qui se déchirent. Et puis, un lieu dans lequel je suis bien. Alors, c'était pas une cascade, mais voilà. Et on revoit bien dans tous ces concepts qu'on manie aisément avec un dîner samedi soir avec des amis où on se rappelle qu'il y a des choses essentielles et on est tous d'accord. Et puis, le lundi matin, on a tous oublié. On repart tous. Moi, c'est dans ma chair, ça, je l'ai vécu. C'est le moment où en fait, on est habité par ce que vous appelez l'âme, par quelque chose de plus grand que nous, qui fait que on est connecté entre nous, mais c'est pas ma volonté, c'est pas ma décision, c'est l'appel. Comment on le qualifie ? Je sais, voilà, je reste humble là-dessus parce que j'ai pas fait le tour. Peut-être que tu as des éclairages sur. Mais t'expliques aussi que ta femme a dû faire le deuil du Nicolas d'avant. Il n'y a pas que toi qui as fait ton deuil. Bien sûr. Et que ça a été un vrai défi aussi pour le couple. Tu en parles un petit peu dans ton livre. Comment vos âmes se sont réajustées ? Parce que c'est un tourbillon qui vous est arrivé à tous les deux. Alors en fait, moi, si tu me donnes l'occasion, là, c'est rendre aussi un peu un hommage aux aidants. Parce qu'en fait, quand des accidents comme ça, la réalité, c'est que l'aidant, lui aussi, il a sa vie qui est complètement impactée. Lui aussi, il a sa vie qui explose en vol. Il avait déjà probablement une charge mentale assez élevée, peut-être au point rupteur. Et puis là, il va falloir aller encore au-delà. Et en fait, le rôle de l'aidant, c'est un rôle extrêmement difficile parce que rarement on demande des nouvelles de l'aidant quand il y a quelqu'un qui est accidenté, mais lui aussi, il est fatigué. Rarement, on l'interroge sur la relation avec son accidenté, parce que moi, je me souviens quand j'avais les poignets abîmés, etc. Enfin, je pourrissais ma femme, elle me donnait des torrents d'amour, mais moi, je donnais strictement rien. C'était un braquage permanent, c'était odieux. Et en fait, l'aidant, lui, il a une décision qui est très difficile. En fait, il a un rôle qui est très difficile, plus difficile que l'accidenté. Quand tu es accidenté, ton seul chemin de survie, c'est celui de te remettre sur pied et d'arriver à être à nouveau dans la vie. Mais en fait, quand t'es l'aidant, t'as un rôle extrêmement dur parce que t'as le choix. Et j'ai vu au centre de rééducation des hommes et des femmes qui étaient seuls. Parce qu'en fait, l'aidant avait craqué. Que tu donnes de l'amour à sens unique, et au moment où finalement tu craques. À travers ça, moi, je veux rendre un peu hommage aux aidants parce qu'on est tous appelés à être des aidants à un moment donné dans notre vie pour nos aînés, malheureusement peut-être pour un conjoint et encore pire pour des enfants, mais on n'est pas préparé à ça et on le sait pas. Et donc c'est le moment du crash test de l'amour et ceux qui survivent et qui passent à travers ça, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour pur et je leur tire mon chapeau. Et d'ailleurs, on pourrait appeler les aidants les aimants parce que finalement, ils restent près de leur présence, c'est essentiel et c'est un peu comme un aimant finalement qui ne peut se détacher grâce à cet amour qui vibre entre... Mais dans le livre, je parle de ce film Sauver ou périr avec Pierre Ninet qui est sapeur-pompier, qui brûlait, greffé 24 fois et puis qui a du mal à faire le deuil du fait qu'il sera plus jamais un pompier comme il a toujours rêvé d'être depuis qu'il est petit garçon. Et dans cette scène, si vous avez l'occasion de le regarder, qui est la scène de la chambre, il pourrit sa femme, qui est une jeune maman qui a accouché de petites jumelles qui sont toutes mignonnes. Et ça fait 2 ans qu'elle le porte, qu'elle est sous anxiolytique, elle fait tout. Et là, elle craque, elle s'en va. Et en fait, cette scène, moi, je l'ai vécue parce qu'à un moment donné, ma femme qui part en pleurant, je vois très bien le sujet. Mais c'est avec énormément d'humilité parce que moi-même, en aidant, qu'est-ce que je serais capable de faire ? J'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est la puissance de l'amour qui fait qu'il tient et qui est cette puissance de l'amour qui fait que moi, que vous appelez âme, je suis là. Toi, Nathalie, le contexte est évidemment beaucoup moins dramatique. Mais est-ce que ta famille a été aussi bousculée, a dû se réinventer en partant en Israël ? Alors moi, j'éclate souvent de rire avec mon mari parce que quand on s'est rencontrés, je venais d'intégrer le SCP. Subdeco Paris, j'avais fait une hypocagne et une cagne et j'ai commencé une carrière dans l'industrie cosmétique comme vous l'avez dit et je gagnais très très bien ma vie. J'étais une très bonne commerciale et lui, il était polytechnicien quand je l'ai rencontré et il faisait aussi une super belle carrière, etc. Il est devenu prof. Et quand on est arrivé en Israël, le SCP et Polytechnique, ça n'a servi à rien. Lui comme moi, alors lui aussi, il a beaucoup souffert. On a recommencé vraiment à zéro. Alors, pour des raisons différentes, moi, j'ai recommencé à zéro parce que j'ai changé de carrière. Je me suis intéressée au développement personnel. Et lui, il a recommencé à zéro parce que le marché israélien, la finance, c'était très différent parce qu'il pouvait pas être prof non plus là-bas à cause de la langue. Et donc, j'éclate de rire parce que je lui dis, mais
t'as pas eu de bol, en fait. C'est une arnaque. Il y a eu haro sur la marchandise parce que t'as cru épouser une femme et en fait, tu te rends compte que t'es marié avec quelqu'un qui est poète, qui écrit, qui fait des conférences, avec une grosse baisse du niveau de vie. Mais mon mari, il est une pierre angulaire de ce chemin-là. C'est mon arme secrète, en fait. C'est mon coach privé. Parce que quand je doute, quand je me demande aussi si c'est juste pour mes enfants de non seulement de les avoir emmenés en Israël, mais en plus de les embarquer dans ma propre reconversion professionnelle, lui, il a un regard extérieur sur moi et il voit que je suis sur mon vrai chemin. Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un à ses côtés qui a le recul nécessaire. Et après, il y a aussi quelque chose dont on parle jamais, mais moi, j'ai dû aussi être acceptée dans ce côté un peu fantasque que j'ai, créatif, artistique, par mes enfants. Parce que je suis une maman différente des autres. Et donc, c'est pas facile pour des enfants qui ont besoin de la norme, qui aiment bien avoir des parents conformistes. Et ça fait pas longtemps, mais je sais que maintenant, mes enfants valorisent ce que je suis, ce qui n'était pas forcément le cas quand ils étaient plus petits, où ils se demandaient ce qui se passait. C'est quoi cette maman fantasque ? Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on entend là, c'est vraiment l'expérimentation d'une nouvelle manière d'être au monde, de se présenter au monde. Et d'ailleurs, ça me fait penser sur ce parcours de réinvention de soi, Nathalie, toi, tu dis souvent que c'est une mise à jour ou une remise à jour de notre enfant intérieur qu'on a laissé de côté en construisant sa vie d'adulte, avec ce que vous avez raconté, et puis l'émergence de l'ego social qui prend de plus en plus de place. Et je suis sûre que celles et ceux qui nous écoutent se demandent, moi y compris, qu'est-ce que c'est une remise à jour de notre enfant intérieur ? En fait, il y a une phrase de Romain Gary qui me guide depuis plusieurs années, c'est « le renouveau a toujours été d'abord un retour aux sources ». C'est un paradoxe. Parce qu'on croit que le renouveau ou que la réinvention, c'est quelque chose de nouveau. Mais en fait, c'est un retour aux sources et c'est là qu'il y a une vraie mise à jour. C'est-à-dire que c'est revenir à ce qu'on a toujours été, mais avec la conscience de l'adulte. Donc, en gros, quand je parle de l'enfant intérieur, c'est que je pense que dans l'enfance, il y a énormément de choses qui sont déjà lancées, jetées, qui se dessinent. Et en fait, je crois que la réinvention, c'est de renouer avec quelque chose qu'on a effleuré enfant. Ça peut être un geste, ça peut être une posture. Moi, par exemple, dans mon chemin qui est lié à l'écriture, j'ai été très confrontée enfant, parce que j'étais enfant unique de ma mère, j'ai été très confrontée à la solitude. Et j'étais seule dans un monde d'adultes qui ne m'intéressait pas. Et j'ai développé une posture qui a été d'être celle qui s'extrait d'une situation pour la regarder avec un regard extérieur. C'est-à-dire que quand je vivais la situation, je n'étais pas dans la situation. J'avais, comme on dirait aujourd'hui en langage savant, une vision méta. Voilà, c'est-à-dire que j'étais extérieure. Eh bien, je me suis rendu compte en écrivant que c'est ça la posture de l'écrivain. C'est celui qui sort de la réalité pour pouvoir la retranscrire. Vous voyez, ça m'a pris des années de comprendre que revenir sur les traces de mon enfance, c'était de renouer avec cette posture-là. C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose que j'ai rendu public et que j'ai transformé. Et justement, on rebondit sur l'écriture. Après, tu pourras peut-être nous dire si ça fait écho en toi, cet enfant intérieur, Nicolas, ça nous intéresse. Mais là, vraiment, pour rebondir sur l'écriture, puisque toi, tu l'utilises comme outil dans ton programme, mais tu as écrit un roman, on l'a dit au début, un récit sur ta maman. Justement, qu'est-ce que ça a réparé en toi, l'écriture, et qu'est-ce qui s'est joué, là, dans l'écriture de ce livre, d'essentiel? C'est énorme, en fait, ce qui s'est joué pour moi dans ce livre. C'est pour ça, c'est intéressant, Nicolas, parce que toi, tu as parlé d'un accident de vie qui t'a permis de te mettre sur ton chemin. Moi, en fait, il y a eu deux choses. Il y a eu un, que c'était l'appel, Israël, et deux, ça a été l'accident de vie avec le décès de ma mère qui a été un choc. Donc, moi, j'ai été beaucoup plus laborieuse parce qu'il m'a fallu les deux facteurs. Donc, et l'appel et l'accident de vie.
Alors, l'écriture de ce livre en particulier, pas l'écriture en général, mais l'écriture de ce livre, ça a été un travail pour, d'abord, la réparation, c'est la réparation de moi. C'est-à-dire, c'est le travail que tout homme, à mon avis, est appelé à faire, l'acceptation de nous, dans nos parts lumineuses et nos parts sombres. Ça a été montrer au monde ma lumière et mes ombres, selon les termes jungiens, de traverser ces ténèbres. Donc d'abord, ça a été ça. Ça a été apprendre à m'aimer dans tout ce que j'ai de plus beau et de moins beau, puisque dans ce livre, c'est une discussion avec ma mère qui est défunte, mais c'est une discussion où, évidemment, je ne fais pas de cadeau à ma mère sur notre relation, qui était une très belle relation, mais extrêmement complexe, mais je ne me fais pas de cadeau à moi-même non plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je coach des personnes et que je leur dis « Vas-y, montre-moi tes parts sombres, n'aie pas peur avec moi, je t'aimerai quand même », entre guillemets, je sais que moi, j'ai fait ce travail-là et en plus, je l'ai publié. Donc ça, c'était d'abord la première réparation de moi. Selon ce que je disais tout à l'heure, sur le tikkun, c'est d'abord se réparer soi. Après, le tikkun olam, c'est réparer le monde. Ça a été pour moi de comprendre que dans mes blessures, dans ma vulnérabilité, dans cette histoire belle et douloureuse, d'autres pourraient se reconnaître en moi et leur donner la force, les armes pour pouvoir cheminer à leur tour. Donc ça a été vraiment l'écriture tournée vers l'autre pour que les lecteurs puissent s'emparer du livre et puissent former eux-mêmes leurs propres réflexions. Mais le décès de ta maman était quand même un déclencheur, puisque tu nous as expliqué que avant ça, tu ne t'autorisais pas à écrire. Oui, c'était l'accident de vie. En fait, oui. Alors, et après, il y a une autre. Bon, c'est complexe, mais ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a un thème qui le traverse, qui est pas un thème très joli, mais qui veut dire ce que ça veut dire. C'est ce qu'on appelle le transfuge de classe. C'est-à-dire que chez moi, j'étais la première à accéder à des études. Alors en plus, l'Hippocagne et la Cannes, c'était la cerise sur le gâteau, où j'avais vraiment l'impression d'être avec des gens dont je ne parlais pas du tout la même langue. Et j'ai mis des années à oser écrire, et le décès de ma mère a été un déclencheur, mais je ne pense pas que j'aurais osé écrire de son vivant, parce que j'avais l'impression que écrire, donc avoir le pouvoir des mots, avoir les mots avec moi, c'était l'abandonner. Parce que ma mère n'avait pas cette fluidité, cette facilité avec les mots. Et comme dirait Christian Bobin, elle avait les mots contre elle. Donc écrire ce livre, ça a été non pas l'abandonner, mais ça a été reprendre le langage pour parler d'elle. Donc finalement, dépasser cette pensée un peu binaire où des choses s'opposaient, alors qu'en fait, en vrai, elles ne s'opposaient pas vraiment. Et pour revenir du coup à l'enfant intérieur, parce qu'on parlait de ça, est-ce que toi, ça te parle, cette notion, Nicolas ? Alors, je vais faire deux parties à la réponse. La première, c'est un flash. On enregistre au moment des JO. Et en fait, hier, je regardais le curling. Vous voyez, le sport avec la pierre que vous envoyez. Pierre, je me suis dit, c'est complètement notre vie, notre éducation, cette analogie. Parce qu'en fait, les parents prennent la pierre. Et puis, vous choisissez la force, vous choisissez la direction, vous choisissez autant de choses. Puis après, elle est partie, et après, il y a un gars avec un balai qui frotte et qui va pouvoir redresser d'un demi-degré à droite ou un demi-degré à gauche pour pouvoir l'emmener exactement à l'endroit où ça va. Et j'ai trouvé que c'est un peu ça, parce que, à un moment donné, la pierre, elle est lâchée, et donc la construction de l'enfant. Et la deuxième partie, c'est moi, je suis devenu un grand fan de Berne, de l'analyse transactionnelle. Et qu'en fait, dans Berne, dans le concept, on a tous les trois états du moi, le parent, l'adulte et l'enfant. Donc il y a le parent nourricier, le parent normatif, mais dans l'enfant, il y a l'enfant libre, hein, et puis il y a l'enfant adapté, soumis et rebelle. Et en fait, de manière analytique, pour répondre à ta question, moi ça me parle parce qu'en fait, tu actives chez l'autre nécessairement cet enfant. Et quand il y a beaucoup de gens qui sont en posture haute, qui sont en posture de parents, et on le voit bien beaucoup dans les entreprises, des patrons, parce qu'il y a décidé d'être chef, je pense que j'étais assez bon en parent normatif persécuteur, et tu déclenches assez vite l'enfant soumis chez l'autre. Tu vas chercher son enfant intérieur, et en fait ça te saoule parce que tu aimerais bien qu'il se comporte en tant qu'adulte, mais à la réalité c'est que toi tu t'es pas comporté en tant qu'adulte, et donc t'as pas activé l'adulte chez l'autre,
Et donc tous ces jeux de transactions, de relations, c'est des jeux qui se jouent partout dans toute la société en permanence. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures, juste de l'analyse transactionnelle, mais moi je trouve ça hyper intéressant pour voir à quel moment tu actives à nouveau chez l'autre son enfant intérieur. Voilà, pour répondre à ta question, ce que ça me donnait à penser. D'accord. Alors, on voudrait parler d'une notion qui pourrait paraître impromptue, mais on voudrait parler du temps, parce que votre expérience a sûrement modifié votre rapport au temps. Et il y a un passage qui nous a passionnés dans ton livre, qui est pas très long, mais qui nous a interpellés justement sur le temps. C'est ce passage où ta psy te dit, Nicolas, il serait peut-être temps de vivre l'instant présent. Alors, tu vois pas du tout de quoi elle parle. Et alors, ton premier réflexe, c'est de foncer à la bibliothèque pour lire, pour comprendre, mais c'est quoi l'instant présent? C'est quoi le temps? Et là, t'es traversé par beaucoup de réflexions et de questionnements sur ce sujet. Et ça nous intéresse de savoir où tu en es aujourd'hui, parce que justement, tu écris que c'est un sujet qui te passionne et que tu avais envie d'approfondir. Alors, effectivement, moi, j'étais la caricature de celui qui vit toujours dans le futur. Parce qu'en fait, quand t'es entrepreneur, t'es toujours en train d'essayer d'anticiper tout ce qui va te tomber dessus. Et puis, si je peux livrer une image, finalement, de celui qui prépare ses vacances, quand il est en vacances, répond à ses mails, et quand il revient, il regarde les photos, quoi, tu vois. Ça te fait sourire, mais je crois qu'on est un peu tous comme ça, quand même. Et en fait, la notion de vivre dans le présent, ça me parlait pas. Et j'ai compris, effectivement, avec un paquet de lectures, qu'en fait, et je le témoigne comme ça maintenant dans les conférences, c'est qu'on est formaté par l'axe du temps. Tu sais, dès que tu arrives en maternelle, il y a une frise, on te présente le temps avec une frise. Linéaire, parce que elle est arrivée au moment de l'ère industrielle pour suggérer le progrès. La seule façon visuelle de le présenter, c'est que demain est mieux qu'aujourd'hui, aujourd'hui est mieux qu'hier, c'est avec un axe du temps. Et donc on te met sur l'axe, mais en fait c'est terriblement angoissant. Il y a quoi au bout de la flèche? Et pourquoi je suis obligé d'avancer, quoi? Et en fait on est embarqué sur cette flèche et on fait des belles études, et puis on y avance et on va de plus en plus vite. Mais la réalité, c'est que le temps, il n'a pas toujours été linéaire, il était circulaire, parce que la Terre tourne autour de la Terre, tu fais le soleil, les saisons, les évangiles, on revient toujours au même point, ce qui, dans certaines cultures, se fait Inch'Allah, quoi, hein, t'as pas besoin de poser. Mais nous, on est obligé d'avancer, et on avance toujours plus vite, mais pour aller où? Et en fait, moi, j'ai compris maintenant que vivre dans l'instant, c'est accepter de vivre avec ses émotions, de les décrypter. C'est ce qui crée d'ailleurs l'instantanéité du moment, ta mémoire. Et c'est dans Bergson où il te développe que la mémoire, c'est le socle de ta liberté qui te conduit ensuite à la joie. Et moi, je rajoute l'amour à la fin, puisque c'est ça ce qui triomphe sur le lit de mort. Et c'est beau. Et en fait, de vivre dans cet instant, ça te simplifie énormément aussi la tâche. Et moi, aujourd'hui, à la question, tu vas faire quoi? Ton cœur 53, tu veux l'emmener où? Bon, j'en sais rien. On verra. C'est pas un refus de plan stratégique ou quoi que ce soit, mais c'est l'expérience de toute façon, t'en sais rien. Donc, vaut mieux surfer la vague et être agile dans le surf plutôt que de décider qu'on va créer la vague. Donc, ta question est intéressante parce que à travers cet accident, moi, j'ai complètement et radicalement changé ma relation au temps, où je suis plus dans une course. Je suis et d'ailleurs on me le formule en me disant mais maintenant tu vas profiter de la vie. Non, j'ai pas profité de la vie, j'ai horreur de ce terme qui est finalement très capitaliste, avec profit, je prends plus que je donne et je garde la différence. Mais surtout, dans le capitalisme, il y a le temps, parce qu'en fait les intérêts ils sont cumulables et donc et en fait faut avoir peur de l'avenir pour pouvoir essayer d'accumuler le plus possible maintenant. Puis en fait, moi, j'ai pas vraiment peur de l'avenir, et donc je ne profite pas de la vie, je vis. Et cette notion, je crois, de temps circulaire, Nathalie, ça c'est quelque chose qui te parle. C'est très juif. Parce que t'as le symbole, c'est ça, le symbole de ton programme, c'est une spirale ascendante. Exactement. Donc tu veux nous en dire plus? Alors déjà, moi, j'ai été profondément marquée, impactée par ma vie en Israël. Où en Israël, j'ai appris à vivre au jour le jour. Alors ça, c'est très israélien. D'abord parce que c'est un pays en guerre, parce que il peut se passer quelque chose, parce que la vie bascule en fait d'une minute à l'autre et qu'on fait pas des plans sur la comète. Donc ça, c'est vraiment très très différent de ma vie en Occident. Je me souviens, pour caler un repas, on prenait les agendas, on se disait on se voit dans 3 semaines. Non, en Israël, c'est ce soir, maximum demain et grand maximum dans 1 semaine. Donc, je crois que vivre dans l'instant présent permet d'être plus connecté à sa joie.
Et que moi, en tout cas, quand mes doutes et mes peurs surgissent, c'est que j'essaye de me projeter dans le futur et que j'ai pas encore toutes les réponses, et c'est normal puisque les choses se dessinent en permanence au moment où elles se vivent. Alors, sur effectivement la fameuse frise linéaire, etc., c'est très juste, Nicolas, ce que tu disais. Moi, je prends une métaphore très simple. Pour moi, la progression, c'est pas d'avancer sur cette ligne-là, c'est de me dire, est-ce que ma vie est un cercle fermé qui tourne en rond et qui finalement me donne une sensation de déjà-vu, d'étouffement, ou est-ce que j'ai l'impression d'être dans une spirale ouverte, où il y a de l'inattendu, où il y a du risque, où il y a beaucoup de choses incertaines, mais où j'ai l'impression de progresser. Et progresser, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire gagner plus d'argent, ça veut pas dire comme tu disais, du profit, du plus. Progresser, ça veut dire je fais aujourd'hui des choses qu'il y a 1 an, je n'osais pas faire. La spirale, elle monte vers une direction, et cette direction, c'est celle du sens que j'ai décidé de donner à ma vie. D'ailleurs, Alia, je précise, en hébreu, ça veut dire élévation. C'est la montée. La montée. Toi, d'ailleurs, Nicolas, dans ta nouvelle vie, justement, tu t'es dit que maintenant, avant, tout était organisé, prévu, anticipé, mais tu laisses la place, justement, à l'inattendu et à l'imprévu. Je laisse la place au temps. Très bien. Tu sais pas, quand tu fais un rendez-vous, moi j'étais une star pour organiser toutes mes journées de 7h à 23h par tranche de demi-heure. Et la réalité, c'est que 5-10 minutes déjà à la fin de ta demi-heure, t'es déjà dans le rendez-vous d'après, donc t'es plus là, donc t'es plus connecté. Et tu sais pas à quel moment donné, dans une conversation, la pépite va jaillir. Et si c'est ça que tu viens chercher, et non pas d'accumuler et toujours plus, mais tu viens chercher des pépites, va falloir laisser le temps. Depuis un petit fil rouge quand même qui est, depuis le début, on parle d'âme, mais il y a quand même la foi, Dieu qui est là. Et je voudrais qu'on en parle. Toi, Nicolas, tu expliques que tu es passé d'une foi cérébrale à la foi du cœur. Et toi, Nathalie, dans une interview, tu racontes que tu as ce rapport très intuitif au judaïsme. Et c'est comme si, pour tous les deux, finalement, c'était quelque chose de l'ordre davantage de l'émotionnel et du ressenti qui était même incarné dans votre corps. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? D'abord, je persiste et je signe. Quand j'ai fait cette interview, ça a choqué beaucoup de personnes, mais je vais le redire ici. Je ne pense pas qu'on puisse être connecté à Dieu si on n'est pas connecté à soi. Le principe, c'est en me connectant à moi, alors voilà. Alors Dieu, c'est quoi ? Alors moi, je vais utiliser un mot en hébreu. Ça s'appelle la hashgacha pratit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai la sensation que je suis protégée. J'ai une protection privée. Cette protection privée, c'est quoi ? C'est la spiritualité que je développe au quotidien, où je lis des signes, je lis des synchronicités. Et évidemment que ça a un rapport avec le niveau de conscience qui grandit et qui s'élève, puisque plus on monte d'un étage, plus on voit des choses en bas. Mais pour moi, ces signes, ces dates, ces synchronicités sont des encouragements qui me viennent de quelque part et qui m'aident à tracer ma voie. C'est ça en fait pour moi mon rapport à Dieu et à la spiritualité. Je voudrais rebondir, Nicolas, je peux pas résister avant que tu répondes à la question de Laure, parce que dans ton livre, tu cites Valérie Seguin, qui a écrit quand même et réalisé des documentaires sur l'âme et l'au-delà. Et d'ailleurs, Valérie va être l'une de nos invitées prochainement. Tu parles de Jacques Martel avec le dictionnaire des malaises et des maladies. Et tu parles d'événements de synchronicité. Donc, est-ce que ton expérience t'a ouvert à une dimension peut-être plus symbolique de ta vie ? Est-ce que ça m'a ouvert ? Disons que j'ai un frère chimiste qui expliquait tout avec des formules de molécules et d'équations. Et quand il s'est penché sur mon histoire, il a passé quelques nuits à essayer de mettre tout ça en équation. Et du coup, il est à la messe tous les dimanches. Non, mais parce qu'à bout d'un moment, tu vois bien que ça fait des équations loufoques, que ça tient pas debout. Alors moi, l'histoire, j'étais déjà connecté, parce que de toute façon, religion, c'est relayare, c'est mettre en lien, c'est mettre un lien entre nous, et ce qui est déjà une communion des cœurs, et puis de remettre de la verticalité.
Mais moi, toute l'histoire, ce gendarme qui est là et qui devait pas être là parce que il devait être à Versailles, il partait à droite en bas de la côte et il est tourné à gauche parce qu'il se sentait appelé et donc il est arrivé très 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 en retard à son rendez-vous. De ce médecin qui me masse et qui me dit, alors qu'il est chirurgien, donc pas complètement perché, mais j'ai attaqué et puis comment t'expliquer, ça paraît un peu fou, j'ai senti que j'étais les bras mais c'est pas moi qui massais. De ce médecin urgentiste qui arrive et qui me dit écoute Nicolas, j'aurais pu décréter ta mort parce qu'effectivement on aurait tous passé un dimanche après-midi, mais je sais pas, j'ai entendu qu'il se passait quelque chose dans ton cerveau, fallait qu'on joue le tout pour le tout. Enfin, et toutes ces histoires cumulées, parce qu'on peut les lister, elles sont longues. Au bout d'un moment... c'est ça que j'appelle la Hashkara Pratit. C'est la protection privée dont tu as bénéficié ce jour-là. Voilà, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de manière très ludique et semi-arrogante, quand on me dit, mais alors, comment votre foi a-t-elle évolué ? Est-ce que vous êtes croyant ? Je leur dis, non, moi je suis plus croyant. Dans le livre de Jérémie, Seigneur, tu m'as donné à voir, maintenant je sais. Donc maintenant je suis sachant, quoi. D'ailleurs, en hébreu, la foi, la émouna, en fait, ça, c'est pas la foi, en fait, la traduction, c'est la certitude. C'est-à-dire, on a un autre niveau. C'est-à-dire, on peut même pas. Il n'y a pas une possibilité de dire oui ou non, c'est une certitude. Moi, je me sens habité. Et surtout, je me sens appelé à faire tout ce que je fais aujourd'hui et à aucun moment donné être propriétaire de ma vie. Enfin, il n'y a tellement pas d'explication. Donc, redonne le mot, c'est Hashkara Pratit ? Non, le plus que foi. Ah, c'est la certitude. La émouna, c'est la certitude. Voilà, la émouna. Ouais. Je ne crois pas, je sais. C'est ça. C'est difficile à traduire en français, mais voilà. En tout cas, je me sens très connectée à ce que tu décris comme processus. C'est même pas un choix, c'est un appel. Alors, pour poursuivre un petit peu sur le sujet, juste parce que je trouve que ça fait, en tout cas, ça se répond, votre rapport à la foi l'un l'autre. Est-ce que vous seriez d'accord si je dis que toi, Nathalie, tu t'es rapprochée de ton âme et ça t'a rapproché de Dieu, alors que pour toi, Nicolas, c'est plutôt Dieu qui t'a rapproché de ton âme ? Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis ? Ou je suis à côté de la plaque ? Non, c'est joli, il faut que je le digère, parce que c'est puissant. Et donc, répondre au pied levé comme ça, c'est pas évident. En tous les cas, considérant que ma volonté, elle a pas beaucoup de place dans toute mon histoire, alors que j'étais un être de volonté et de certitude avant, cette posture humble fait que... Oui, on a la protection privée, comme tu dis, Nathalie, je pense qu'elle est juste totalement incroyable. Donc c'est une invitation très très forte. Cette invitation, ne l'ayant pas entendue pendant 14 mois, je pense que c'est pas un hasard que j'aille de dépression en dépression, que je fasse l'expérience de pas de bras pendant plusieurs semaines, que je refasse l'expérience à nouveau de pas de bras. L'épaule. Avec l'épaule, parce qu'en fait c'est l'expérience des plus humbles, hein. Quand tu peux absolument rien faire, t'es en dépendance totale, tu peux même pas prendre ta petite cuillère pour manger, hein. Donc c'est d'autres. Je pense que oui, Dieu m'a fait faire, a été assez joueur. Tu vois, il m'a fait faire un certain nombre de parcours pour que la tête, le crâne dur que j'étais, lâche. Hein. Et d'ailleurs, il y a un proverbe mexicain qui est hyper drôle. C'est si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes projets, quoi. Bon, mais c'est tellement ça, quoi. Je sais pas si c'est mexicain, je crois que c'est très juif, ça. Ouais. Aussi. Et ce que je disais te parle, toi, Nathalie, sur ce... En fait, déjà, dans ce que tu dis, Nicolas, moi, je pense que ce qu'on est amené à vivre est extrêmement précis. C'est comme si on nous envoie les épreuves qui sont taillées sur mesure pour que dans cette vie, nous ayons à réparer ce qui doit être réparé. Donc, déjà, ça résonne beaucoup pour moi. J'ai beaucoup de mal à parler de Dieu. D'abord parce que c'est un très très grand sujet dans le pays où j'habite. Et aussi c'est un sujet qui divise entre ceux qui croient pas, les religieux, les laïcs. Et je crois que quand on monte une petite marche, qui est la marche spiritualité, tout le monde s'entend. Tout le monde se relie vraiment, pour le coup. Dans la religion qui devrait nous relier, il y a des fractures. Tandis que quand on est dans la spiritualité, qui peut être liée à la nature, qui peut être liée à l'art, qui peut être liée à la musique, à mille autres choses, là, ça vibre beaucoup plus. Donc, j'aime beaucoup mieux parler de spiritualité que de Dieu ou que de religion. Alors, on arrive pratiquement à la fin de cet épisode et je voudrais revenir sur cette
En fait, c'est 2 questions que toi, tu aimes poser aux gens que tu rencontres, Nicolas. Ces 2 questions sont: sur votre lit de mort, qu'est-ce que vous voudriez ressentir dans votre cœur et qu'est-ce que vous voudriez que les gens disent de vous? Nathalie, si Nicolas te posait cette question, qu'est-ce que tu répondrais? Je sais. Pour elle. Alors, moi, j'ai besoin de ressentir de l'amour. Donc, j'aimerais ressentir de la gratitude envers cette vie que j'ai vécue. Voilà. Et j'aimerais qu'on dise de moi que j'ai donné. Je crois qu'il n'y a rien qui me rend plus heureuse que d'activer ce muscle qui est recevoir et donner en permanence et avoir cette agilité pour passer de l'un à l'autre. Je crois qu'une vie où on reçoit beaucoup sans donner, il manque quelque chose, et une vie où on n'a fait que donner, où on n'a pas appris à recevoir, il y a aussi une perte. Voilà. Donc amour, gratitude et le don. Et le don. Toi, Nicolas, tu as forcément réfléchi à ces 2 questions. Plus que réfléchi, j'ai vécu. Moi, j'ai vu que c'était le triomphe de l'amour, quoi. Donc, c'est l'amour. Tu vois, je savais que tu allais le dire. Je suis très prévisible comme fille. Et comme le Christ est amour. Et effectivement, d'ailleurs, le Christ enseigne que la relation, enfin, donc le lien, c'est je donne d'abord, je reçois ensuite et je crée l'échange. Mais ça passe d'abord par le don. Et quel plaisir de donner, effectivement. Donc, tout juste, hein, voilà. Dans ce que j'ai vécu par rapport à mon expérience. Hein. Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi? Maintenant, moi, je pense que je suis appelé à ouvrir des cœurs. Et donc, j'aimerais bien que je dise que j'ai ouvert plein de cœurs. Merci, parce que finalement, c'est ta nouvelle mission d'âme. Ouvrir les cœurs, éveiller les consciences. Ouais. Toi, tu dirais que c'est quoi aujourd'hui ta mission d'âme, Nathalie? Éveiller les consciences aussi et relancer les élans vitaux. Oh là là, c'est beau ça. C'est beau. On va finir là-dessus. Oui. Christian Bobin disait un ange, c'est quelqu'un qui relance la vie. Donc voilà, je trouve que c'est assez beau. Et quand on parlait d'épreuves, oui. Tout à l'heure, je pense que ça m'a fait penser à ce que nous a partagé Patricia Asensi-Ferré qui est intervenue dans l'épisode L'âme et la résilience et qui disait c'est dans l'épreuve qu'on fait ses preuves. Et elle citait, je peux le dire, un conteur philosophe qui s'appelle Malek Boukherchi. Que nous recevrons également. Donc voilà, nous arrivons au seuil de ce voyage et je crois que on s'est vraiment senti transporté et on a vraiment senti à travers vos mots quelque chose vibrer. Merci beaucoup, Nathalie. Merci Nicolas. Merci d'avoir partagé votre lumière et de nous avoir éclairé sur le fait que se réinventer passe par trouver l'amour pour soi et pour les autres. Je remercie celles et ceux qui nous écoutent et nous vous souhaitons de trouver cet amour et le chemin vers votre âme. Je suis toute émue. Oui, c'est vrai. Et puis, vous pouvez nous retrouver tous les mois. Le mois prochain, nous parlerons d'un thème qui peut paraître un peu inattendu sur le lien entre l'âme et l'eau. Et puis, si ça vous a plu, évidemment, likez, abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles. C'est important, c'est ce qui nous permet de faire connaître à la Croisée des âmes au plus grand nombre. Merci à tous les deux. C'était une joie. Merci à vous. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment à la Croisée des âmes. Nous espérons que cette conversation à 4 voix aura fait vibrer votre âme et fait jaillir des étincelles de conscience. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, restez à l'écoute de votre âme.